Les bureaux de vote hongrois ferment leurs portes. Les résultats tombent et ils sont sans appel. Nous sommes le 12 avril 2026. Le parti TISA de Péter Magyar obtient environ 53% des suffrages. Le Fidesz de Viktor Orban s'effondre à 38%. Et dans un pays où le mode de scrutin amplifie mécaniquement l'avance du vainqueur, ce résultat se traduit par 138 sièges pour Tissa sur 199, contre seulement 55 pour le Fidesz. Ce sont les 2 tiers du Parlement hongrois. Une majorité constitutionnelle. Le soir même, Viktor Orban prend la parole. Il reconnaît sa défaite, la qualifiant de douloureuse mais claire. 16 ans de règne ininterrompu viennent de prendre fin, devant une participation estimée à 80%, un record qui dit à lui seul l'ampleur de la mobilisation. Et au centre de ce basculement, un homme, Péter Magyar, 45 ans, avocat, ancien cadre du régime qu'il vient de renverser. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, ce que nous faisons ici, c'est décoder les mécanismes politiques complexes avec neutralité et rigueur factuelle, pour vous donner les outils de comprendre le monde par vous-même. Si ce travail vous semble utile, l'abonnement prend 2 secondes. Et au-delà de soutenir ce travail de recherche, c'est aussi choisir de comprendre le monde. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui vient de se passer en Hongrie. Pas les réactions à chaud, pas le récit de la chute d'un homme, mais le mécanisme profond qui explique comment 16 ans de domination absolue peuvent s'effondrer en une seule nuit. Pour cela, nous allons poser une question très précise. La victoire du parti TISA marque-t-elle un retour sincère de la Hongrie vers le fédéralisme européen, ou s'agit-il d'un repositionnement pragmatique de la droite hongroise, qui cherche à débloquer les fonds de l'Union européenne tout en préservant ses intérêts nationaux? Cette question, nous n'allons pas y répondre immédiatement. Nous allons d'abord poser le cadre, décrire le mécanisme, examiner les tensions, et alors seulement nous pourrons vous donner une réponse honnête. Embarquons ensemble. Commençons par poser les bases, les acteurs, les définitions, le périmètre exact de ce dont nous parlons. La Hongrie est une république parlementaire. Cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre, pas par le président de la République. Le président, en l'occurrence Tamás Suliak, en poste depuis mars 2024, joue un rôle institutionnel de représentation et de formalisation. C'est lui qui nomme officiellement le Premier ministre désigné. Cette distinction est importante parce que certaines sources ont créé une confusion en qualifiant Péter Magyar de nouveau président, alors qu'il est en réalité le futur Premier ministre. Ce n'est pas un détail, c'est le cadre institutionnel exact dans lequel nous travaillons. Qui est Péter Magyar? Né en 1981, avocat de formation, il est un ancien cadre du système Fidesz. Ce n'est pas un opposant venu de l'extérieur. C'est un homme formé à l'intérieur du régime. Quelqu'un qui en a connu les codes, les réseaux, les pratiques. Sa rupture avec le système a une date précise. Le 10 février 2024. Ce jour-là, la présidente de la République, Katalin Novák, démissionne. La raison est un scandale qui a secoué la Hongrie entière. En avril 2023, Novák avait gracié un directeur adjoint d'un foyer pour enfants, condamné pour avoir couvert des actes de pédocriminalité commis par son supérieur. Cette grâce avait été co-signée par Judith Varga, alors ministre de la Justice, et ex-épouse de Péter Magyar lui-même. Magyar prend la parole publiquement. Il rompt avec le Fidesz, critique ses dirigeants pour se cacher derrière les jupes des femmes et dénonce la corruption du système. En 2 ans, cet homme passera de cadre effacé d'un régime en bout de course à Premier ministre désigné d'une Hongrie qui bascule. En face, Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, soit 16 ans. National-conservateur, souverainiste, perçu comme proche de Moscou. Il a fondé sa longévité sur un système institutionnel très précis, que nous allons décrire dans un instant, et sur une rhétorique de résistance à Bruxelles qui lui a permis de rassembler une base électorale solide, notamment dans les zones rurales et parmi les électeurs les plus attachés à l'identité nationale hongroise. Ces 2 hommes, Magyar et Orban,
sont les deux pôles autour desquels tout le reste s'organise. L'un a construit le système, l'autre vient de le retourner contre son créateur. Voyons maintenant comment ce retournement s'est produit mécaniquement. Commençons par le plus élémentaire, celui dont tout le reste dépend. Le système électoral hongrois. Le Fidesz a redessiné la carte électorale et le mode de scrutin au cours des années 2010. Le principe est simple et il est connu dans la science politique sous le nom de scrutin majoritaire à un tour par circonscription. Dans ce système, il suffit d'arriver premier dans une circonscription, même de très peu, pour remporter la totalité du siège. Ce mécanisme a une conséquence directe, spectaculaire et parfois cruelle pour son concepteur. Il amplifie mécaniquement les écarts. Quand Orban gagnait régulièrement, ce système lui offrait des supermajorités confortables. Mais le 12 avril 2026, quelque chose s'est retourné. TISA a dépassé le Fidesz dans les urnes. Et le même mécanisme, conçu pour protéger le vainqueur, s'est retourné contre lui, a transformé une avance de l'ordre de 15 points en un raz-de-marée parlementaire. 53% des voix, 138 sièges sur 199. Les deux tiers du Parlement. Ce premier mécanisme est fondamental parce qu'il explique pourquoi la victoire de Magyar est si massive à l'Assemblée nationale, alors que l'écart en voix, bien que net, n'est pas écrasant. Ajoutons une couche supplémentaire. À la droite du Fidesz existait un second acteur, le parti Mi Hazánk, Notre Patrie, représentant la droite radicale souverainiste. Ce parti a capté une partie de l'électorat qui reprochait précisément à Orban de n'avoir pas été assez dur, de ne pas avoir tenu ses promesses les plus radicales. Dans un scrutin majoritaire par circonscription, cette fragmentation à droite est fatale, parce que les voix partagées entre Fidesz et Mi Hazánk ne se cumulent pas. La répartition des suffrages à droite a donc contribué à multiplier les défaites du Fidesz circonscription par circonscription. C'est l'effet boomerang. Le système conçu pour dominer a accéléré l'effondrement. Dans d'autres analyses de la chaîne sur les systèmes électoraux européens, nous avons examiné comment les modes de scrutin façonnent les rapports de force bien au-delà du simple comptage des voix. La Hongrie en est aujourd'hui l'illustration la plus saisissante. Arrêtons-nous ici. Prenons le temps d'imaginer la scène concrètement. Nous sommes en 2011. Un ingénieur du Fidesz est assis devant une carte de la Hongrie découpée en circonscriptions. Son travail consiste à redessiner les frontières de chaque zone électorale pour maximiser les victoires de son parti. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait que dans un scrutin à un tour, celui qui arrive premier emporte tout. Il sait qu'une majorité d'un seul vote dans 100 circonscriptions vaut autant qu'une écrasante victoire dans 50. Il optimise, il calibre, il construit une machine à gagner. 15 ans plus tard, cette même machine tourne. Elle tourne parfaitement. Mais en face, un ancien avocat du nom de Péter Magyar a convaincu un peu plus d'un Hongrois sur deux de le suivre. Et la machine, fidèle à sa logique, amplifie son avance. Elle lui offre les 2 tiers du Parlement. L'architecte du système est dans son bureau. Il regarde les résultats tomber. Il reconnaît que la défaite est douloureuse mais claire. Il n'y a pas de trahison dans ce récit. Il y a un mécanisme qui a fonctionné exactement comme prévu, mais dans la mauvaise direction. Venons-en maintenant au deuxième mécanisme, celui qui explique pourquoi Magyar a été capable de convaincre suffisamment d'électeurs pour franchir ce seuil critique. C'est le montant des fonds européens que Bruxelles avait bloqué sous Orban. 10 milliards avaient été partiellement débloqués dans le cadre de compromis ponctuels. Quelle que soit la précision exacte, la réalité économique est indiscutable. La Hongrie a perdu l'accès à une part majeure des fonds de cohésion européens, auxquels elle avait droit en tant que membre de l'Union. Ces fonds financent des routes, des hôpitaux, des programmes de formation, des infrastructures. Leur absence se ressent dans la vie quotidienne, pas de façon abstraite, mais concrète. À cela s'ajoute une dépendance énergétique forte. La Hongrie restant tributaire du gaz russe transitant par l'Ukraine via un gazoduc dit de l'amitié.
La combinaison de l'inflation, de la pression sur les prix de l'énergie et du gel des fonds européens a créé un terreau de mécontentement qui dépasse les seuls électeurs urbains et éduqués. C'est là qu'intervient ce que les observateurs appellent le désenchantement rural. Les analyses de terrain suggèrent que le basculement ne s'est pas produit uniquement dans les grandes villes. La jeunesse de Budapest, décrite par des reporters présents sur place comme vivant une sorte de mai 68 hongrois, une chute du mur, a certainement joué un rôle moteur. Mais le parti TISA semble avoir mordu sur l'électorat rural du Fidesz, des électeurs qui n'étaient pas nécessairement pro-européens par conviction, mais qui voulaient simplement un changement de gouvernance. Le changement pour le changement, disent certains analystes. Cette distinction est importante. Elle conditionne directement la réponse à notre question centrale, que nous reformulons ici à mi-parcours. Magyar gouverne-t-il au nom d'un projet pro-européen partagé ou au nom d'une lassitude populaire dont les motivations sont multiples et parfois contradictoires? Voilà où nous en sommes. Nous avons le mécanisme électoral, nous avons la pression économique. Nous avons la trajectoire de Magyar. Examinons maintenant les tensions et les lignes de fracture, les endroits où le mécanisme produit des résistances. Première tension. La victoire de TISA est claire sur le plan des chiffres. 138 sièges sur 199. Mais l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a noté que si l'organisation technique du scrutin était correcte, les conditions de campagne n'étaient pas équitables. Ce n'est pas une contestation du résultat, c'est un signal sur la qualité démocratique du processus, sur les inégalités d'accès aux médias, aux ressources, à la visibilité publique. Cette nuance ne remet pas en cause la légitimité de Magyar, mais elle constitue un héritage institutionnel que le nouveau gouvernement devra adresser pour que sa propre légitimité ne soit pas contestée de la même façon dans 16 ans. Deuxième tension. Magyar se dit conservateur et pro-européen. Ce positionnement est cohérent dans ses grandes lignes, mais il contient une zone grise sur un sujet précis, l'Ukraine. Orban bloquait le prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, et toutes les analyses s'accordent à penser que Magyar lèvera ce verrou. Mais Magyar a lui-même exprimé des réserves sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce n'est pas la même chose. Soutenir financièrement un pays en guerre est une chose. Valider son intégration dans le club européen en est une autre. Bruxelles espérait peut-être un alignement total. Ce que les faits semblent indiquer, c'est que Magyar sera un partenaire plus coopératif qu'Orban, mais pas nécessairement un exécutant docile. Troisième tension. La supermajorité parlementaire de Tisza donne à Magyar les moyens constitutionnels de réformer profondément l'État, de limiter les mandats, de s'attaquer à la corruption. Mais le parti Tisza est composé pour une grande partie de novices en politique, des personnes venues de la société civile, du droit, de l'entreprise, qui n'ont jamais exercé de responsabilité gouvernementale. La question ouverte est celle-là. Le parti TISA pourra-t-il maintenir sa cohésion interne face aux réalités de l'exercice du pouvoir, aux pressions budgétaires, aux compromis européens, à l'usure qui, comme nous venons de le voir, finit par affecter même les régimes les plus solides? Parlons maintenant de ce que cette séquence produit et de pourquoi elle dépasse largement les frontières hongroises. Comme nous l'avons montré dans les analyses de la chaîne sur les dynamiques souverainistes au sein de l'Union européenne, la stratégie dite de transformation de l'Europe de l'intérieur repose sur un pari très précis. Ce pari consiste à occuper les institutions sans s'y dissoudre, à bloquer sans se couper des financements, à résister sans payer le prix de l'explosion. La chute d'Orban fournit un cas d'étude complet sur les limites de ce pari. Orban est décrit par certains analystes comme un homme qui a cédé sur des dossiers clés, notamment sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, et partiellement sur des sanctions européennes, en échange d'un déblocage partiel des fonds. Autrement dit, le verrou hongrois n'a jamais été absolu. Il a été un instrument de négociation, pas une ligne idéologique infranchissable. Une lecture possible de cette séquence est que la Commission européenne a utilisé l'arme financière avec une efficacité redoutable. Les 20 milliards bloqués ont produit une pression économique
qui a alimenté le mécontentement populaire, lequel a fini par sanctionner le gouvernement aux urnes. Cette lecture ne dit pas qu'Orban a été manipulé. Elle dit que les instruments de pression financière de l'Union européenne ont produit des effets politiques internes dans un État membre, et que ces effets ont fini par modifier le résultat électoral. Ce que ces éléments suggèrent sans le prouver définitivement, c'est que la souveraineté nationale, telle que Orban la défendait, avait une limite structurelle dans le cadre de l'appartenance à l'Union. Pour les électeurs hongrois, la question concrète est maintenant la suivante. Les 20 milliards d'euros bloqués vont-ils être débloqués sous Magyar? Les amendes journalières d'1 million d'euros infligées par Bruxelles sur la question migratoire vont-elles cesser? L'énergie va-t-elle coûter moins cher? Ces questions ne relèvent pas de la géopolitique abstraite. Elles touchent directement les revenus disponibles, les services publics, les perspectives économiques d'un pays qui a payé le prix de 16 ans de tension avec son principal bailleur de fonds structurels. Pour le reste de l'Europe, la question est différente. Ursula von der Leyen pourrait profiter de la disparition du verrou hongrois pour relancer une réforme des traités, notamment sur la règle de l'unanimité dans les décisions internationales. Elle changerait structurellement le rapport de force entre les États membres et les institutions européennes, en réduisant la capacité d'un seul pays à bloquer une décision collective. Revenons à notre question de départ. La victoire du parti TISA marque-t-elle un retour sincère de la Hongrie vers le fédéralisme européen, ou s'agit-il d'un repositionnement pragmatique d'une droite hongroise qui cherche à débloquer les fonds de l'Union tout en préservant ses intérêts nationaux? Voici la réponse que la matière disponible nous permet de construire. Ces deux hypothèses ne sont pas exclusives. Elles coexistent, et c'est précisément leur coexistence qui rend cette séquence analytiquement riche. Pensons à nouveau à Peter Magyar. Le 10 février 2024, le jour où il rompt avec le Fidesz, il n'est pas encore un leader politique. Il est un avocat, un insider, un homme qui connaît les rouages du système parce qu'il en a fait partie. Ce qu'il a utilisé pour construire son ascension, ce ne sont pas les codes de l'opposition libérale. Ce sont les codes du conservatisme hongrois retournés contre leur auteur. Il a rassuré les campagnes par son vocabulaire conservateur. Il a séduit la jeunesse urbaine par son discours pro-européen. Il a incarné la rupture pour ceux qui voulaient un changement de visage sans bouleversement de valeurs. D'un côté, la victoire de TISA est portée par des motivations hétérogènes. La jeunesse urbaine pro-européenne de Budapest, les ruraux lassés des scandales et de la corruption, les classes moyennes pressées par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Cet électorat composite a voté ensemble, mais pas pour les mêmes raisons. De l'autre, Magyar lui-même n'est pas un produit de la gauche libérale européenne. Il est conservateur, formé dans le système Fidesz, et il a exprimé des réserves sur certains des dossiers les plus sensibles pour Bruxelles. Sa victoire n'est pas la victoire d'un alignement idéologique avec la Commission. Elle est la victoire d'un homme qui a su utiliser les codes du système adverse pour le retourner. Ce que les faits semblent indiquer, c'est que la Hongrie entre dans une phase de normalisation institutionnelle, de rétablissement des relations avec l'Union, de déblocage probable des fonds. Mais cette normalisation s'effectuera dans le cadre d'un conservatisme hongrois qui ne disparaît pas. Il change de visage, il change de dirigeant, il ne change pas de nature. La formation du gouvernement magyar est attendue pour la mi-mai 2026. Les premières réformes annoncées concernent la limitation des mandats et la lutte contre la corruption. Les négociations avec Bruxelles sur les fonds de cohésion devraient s'engager rapidement. Et la question du droit de veto de la Hongrie sur les dossiers européens, notamment l'aide à l'Ukraine, sera l'un des premiers tests réels de la marge de manœuvre réelle de Magyar face à ses propres électeurs. 3 prolongements méritent d'être suivis de près. Le premier est la cohésion interne de TISA, un parti composé majoritairement de novices, porteur d'une majorité constitutionnelle, confronté à des réalités économiques complexes. La gestion de cette tension sera déterminante pour la durabilité de ce cycle politique. Le deuxième est la position réelle de Magyar sur l'Ukraine,
Acceptera-t-il l'adhésion à terme de Kiev à l'Union européenne, sujet sur lequel il a exprimé des réserves initiales? Sa réponse à cette question définira la nature réelle de son orientation géopolitique. Le troisième est le rôle que jouera désormais l'Italie de Giorgia Meloni. La Hongrie était perçue par beaucoup comme le dernier véritable verrou souverainiste au sein de l'Union. Meloni prendra-t-elle ce relais ou le rapport de force a-t-il définitivement basculé? Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui avec honnêteté. La chute d'Orban n'est pas la mort du souverainisme hongrois, c'est peut-être sa mue. Et vous, qu'est-ce qui vous semble le plus fragile dans ce nouveau cycle? La cohésion interne de TISA, la relation avec Bruxelles ou la position de Magyar face à Moscou? Donnez votre avis dans les commentaires. C'est une question à laquelle quiconque a suivi cette analyse peut répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.